Donc bienvenue à l'Agora pour ceux qui nous rejoignent, donc sur cet atelier qui est dédié à l'optimisation de la prise en compte des principes horizontaux. Normalement, on est entre gestionnaires FSE, donc vous êtes tous au courant que dans le cadre de la programmation 14-20, on a donc cette obligation de prendre en compte trois grands principes: le développement durable, l'égalité femmes-hommes et ce qu'on appelle égalité des chances, non-discrimination. Donc voilà, c'est quelque chose qui paraît à tout le monde très important, que le FSE vienne financer des projets qui, bon, déjà n'aillent pas à l'encontre de ces grands principes, ça paraît évident. Et après, il faut quand même essayer aussi qu'on fasse une différence positive par tous les projets qui sont cofinancés sur ces trois grands principes. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça paraît très, très joli, sauf qu'on a souvent assez peu de temps à consacrer dans l'instruction ou la sélection des projets à cette prise en compte, parce que y a d'abord le contenu du projet en lui-même, tous les aspects d'une instruction d'un projet FSE qui viennent se rajouter, et c'est vrai que la prise en compte des principes horizontaux apparaît souvent un petit peu comme je dirais la dernière roue du carrosse. On a assez peu de temps à y consacrer en tant que gestionnaire. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'optimiser cette prise en compte avec des outils, des exemples de bonnes pratiques, mais qui ne soient pas chronophages pour les services. Donc pour ça, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, on a Claire Allégoué, qui est en charge de l'appui au pilotage des programmes européens au Commissariat général de l'égalité des territoires, le CGET. Bonjour. On a Pierre-Olivier Charles, qui arrive de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil régional, et qui est en charge de l'évaluation des programmes FEDER, FSE et Interreg là-bas. Bonjour. Et puis donc mon collègue Julien Fray de la mission appui au déploiement des programmes et moi-même Cécile Levieille de la mission des projets nationaux à la sous-direction FSE de la DGEFP. Ça y est, on a la présentation qui arrive. Donc juste deux mots pour vous présenter un petit peu comment on a organisé notre atelier. Donc dans un premier temps, Claire va nous présenter les bases réglementaires et un petit rappel des définitions quand même de ces trois grands principes pour qu'on sache de quoi on parle. Et je crois qu'il y aura une transition assez facile pour justement, on va se rendre compte qu'il y a une diversité de la façon dont on peut prendre en compte et appliquer ces principes. Et donc Pierre-Olivier va nous présenter l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, qui est un conseil régional qui a développé des outils dédiés à ça, et à la fois pour les porteurs de projets et pour le gestionnaire. Et dans un second temps, nous on vous fera un retour d'expérience plutôt côté État, vision des GEFP, et avec des exemples de bonnes pratiques, des exemples de projets qui ont pu faire une prise en compte de ces principes d'une façon optimale et avec des choses assez faciles à mettre en œuvre. Avant de commencer, donc vraiment pour vous dire que c'est un atelier, le but c'est surtout nous de vous donner quelques éléments, quelques outils, mais surtout avoir aussi vos retours d'expérience et essayer d'échanger, parce que on va vous donner des outils, des exemples de bonnes pratiques, mais ça serait vraiment intéressant qu'on puisse en discuter ensemble et essayer d'améliorer un petit peu cette prise en compte. Voilà, donc je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas de questions. Donc je passe la parole à Claire. Merci Cécile. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis là pour vous présenter la base réglementaire de pourquoi ces principes horizontaux, pourquoi on en parle aujourd'hui dans ce village FSE et dans cet atelier. Et vous rappeler les bases réglementaires et le pourquoi du comment. On part quand même de deux principes globaux horizontaux,
dont un qui peut être décliné en deux, c'est pour ça qu'on parle de 2 ou de 3 principes. Réglementairement, il y en a 2. Il y a le principe de non-discrimination, dans lequel est inclus l'égalité homme-femme, et le principe de développement durable. Et en fait, ces principes sont rappelés dans le règlement cadre 1303-2013, qui régit la mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020. Donc il est dit que l'État membre et les autorités de gestion, ainsi que leurs partenaires, veillent à la mise en œuvre des principes horizontaux, et donc de l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'intégration de la perspective genre dans la mise en œuvre des programmes. Qu'entend-on par ce principe? On entend par ce principe toute discrimination quelle qu'elle soit, donc fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique. Voilà, donc ça va assez loin, donc la religion, les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Ce que disent également les textes, il y a une attention particulière portée sur l'accessibilité des personnes handicapées qui n'était pas nécessairement très présente lors des dernières périodes de programmation. Une autre attention particulière également pour les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses sur le territoire européen. Donc là, on est sur le premier principe qu'on appelle principe de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination. Donc on voit bien l'article 7 du règlement 1303 qui est un de nos règlements de base pour la mise en œuvre des fonds. Le deuxième grand principe, c'est celui du développement durable qui intègre également le principe du pollueur-payeur. Là encore, l'État membre et les autorités de gestion ainsi que leurs partenaires sont chargés de rendre compte et en tous les cas de mettre en œuvre les programmes et les projets dans le cadre de ce principe qui intègre un certain nombre de sujets, dont ce qui est protection environnementale, l'utilisation rationnelle des ressources, l'attention particulière sur tout ce qui est changement climatique et leur adaptation à ces changements, tout ce qui est biodiversité, tout l'aspect environnemental au sens large, dont notamment la prise en compte et la résilience face aux catastrophes naturelles. D'où viennent ces principes? Ils viennent en fait du traité de l'Union, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces principes à toutes les périodes de programmation, parce qu'on est vraiment sur la base de la construction européenne. Je trouvais important de faire ce relais-là, parce qu'en fait c'est pas nouveau. Ça veut dire que dans tous les programmes, quels qu'ils soient, et dans toute l'activité de l'Union européenne, ces principes doivent être mis en œuvre. D'où l'application aujourd'hui, en tous les cas pour ce qui nous concerne, sur le FSE pour la période 2014-2020. Je vous rappelle encore une fois la base, donc au-delà des définitions, ces principes doivent être pris en compte à différents niveaux de la mise en œuvre des programmes. Déjà lors de leur élaboration, au niveau de la stratégie, la rédaction des programmes, la mise en œuvre des programmes et après dans le rendu compte qu'on fait des programmes, donc notamment les rapports annuels de mise en œuvre. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un rendu compte à faire à la Commission européenne, on doit intégrer cet aspect-là, prise en compte des principes horizontaux dans la mise en œuvre du programme. C'est-à-dire que dans le cadre du programme, on va dire comment on va rendre compte de ces principes, et dans le rendu compte, on va dire comment on a pris en compte ces principes. Donc, comment faire pour prendre en compte ces principes? Alors là, en fait, les marges de manœuvre sont très grandes pour les autorités de gestion. Ça peut être une mise en œuvre qui est très légère, elle peut être aussi renforcée en termes de prise en compte. Ça va être le choix de l'autorité de gestion. Ça va être différent en fonction que la gestion des fonds soit concentrée ou déconcentrée. Donc gérée directement par une autorité de gestion ou dans le cadre d'un organisme intermédiaire, donc ça va être très variable. Cette prise en compte, elle peut se faire dès la sélection des projets ou bien au moment de l'instruction. Le choix est donné à l'autorité de gestion. Faut-il envisager une évaluation sur ces principes horizontaux? Pourquoi pas? C'est le choix, encore une fois, de l'autorité de gestion. Comme vous le savez, en France, pendant la période 2014-2020, il y a une forte décentralisation. Donc on a encore une trentaine de programmes FSE. C'est une quarantaine de programmes FEDER FSE, mais en tous les cas, il y a 32 programmes différents FSE en France. Donc il y a potentiellement 32 manières de prendre en compte les principes horizontaux pour la période 2014-2020, parce que la prise en compte des principes horizontaux est faite au niveau de chaque AG, et donc c'est à chaque partenaire de programme de se renseigner auprès de son autorité de gestion de la manière dont ces principes sont pris en compte dans le programme pour lequel il sera financé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est particulièrement important pour ta partie. Toutes ces slides seront disponibles sur le site internet. Donc pour les rappels un petit peu réglementaires, vous y aurez accès si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Voilà, c'est important. Donc est-ce que sur cette partie réglementaire, vous voulez réagir ou on va peut-être passer à un exemple concret, voilà, qui va nous permettre d'illustrer ces propos avec donc Pierre-Olivier Charles de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Donc, comme le disait Claire, on a autant de programmes que de possibilités de prendre en compte ces principes horizontaux. Ce que je vais vous présenter, c'est les outils que nous, on a retenus, qui n'ont pas vocation à être parfaits, mais qui, je l'espère, auront le grand bénéfice pour vous de commencer à avoir un début de réflexion et de pouvoir vous approprier ce qui marche chez nous et les limites qu'on a déjà identifiées dans ce suivi. Et c'est des outils qui ont vocation à évoluer en permanence et on est preneur d'échanges sur ces outils, sur la façon de les utiliser pour améliorer et surtout simplifier. C'est quelque chose qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir avec les collègues qui font l'instruction, c'est qu'il faut simplifier. C'est une démarche qui est importante, mais aussi qui vient finalement en plus de toutes les autres. Donc on a l'habitude, quand on est chargé du suivi, de devoir faire beaucoup d'œuvres de simplification pour que ça ne revienne pas enrichir encore les éléments à faire pour nos collègues. Donc voilà, donc en introduction, des outils qu'on a voulu comme assez simples et utiles. Donc on a axé ce suivi sur 3 axes. Comme l'a dit Claire, l'enjeu, on a des obligations et on a aussi des enjeux derrière. Au-delà des exigences réglementaires, c'est d'arriver à accompagner les porteurs de projets pour répondre à ces exigences réglementaires, mais aussi les sensibiliser à ces exigences et aussi valoriser. Parce qu'un suivi utile, c'est aussi un suivi qu'on peut utiliser, qui peut être un outil pour valoriser ce qui est fait et pas non seulement pour vérifier, contrôler que des obligations ont été remplies. On a un enjeu fort. L'exemple que j'ai noté, je pense, peut être assez frappant. C'est un porteur de projet qui, dans une grille de diagnostic qu'on lui a demandé de remplir, nous a énoncé qu'il n'était pas concerné par la prise en compte des principes horizontaux, à part cet élément-là, qui finalement n'est que l'obligation légale. Donc voilà, on sent bien avec cet exemple que là où on leur demande, voilà, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour aller aider à l'égalité homme-femme ou aider au développement durable, ils n'ont pas forcément pris la mesure de ce qu'était être proactif dans ce domaine-là. Voilà. Pour ça, on a mis en pratique des outils qui sont issus des outils qu'on utilisait sur le programme 2007-2013, en l'occurrence sur le FEDER, et qui se déclinent sous deux étapes, si on pourrait dire. Donc la première étape, c'est pour le porteur de projet. Annexé à sa demande de subvention, il trouve entre autres des éléments à compléter ces grilles d'autodiagnostic que nous avons établies, qui doivent lui permettre de se poser la question: quelle est la position de ma structure et de mon projet face à ces obligations? Qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Et au-delà de ce que je fais déjà, comment je peux agir pour aller au-delà de ça. Une fois renseignées, ces grilles qui font 3 pages à peu près, une par principe, permettent à l'instructeur de réaliser une analyse de ce diagnostic, d'opérer une lecture un petit peu critique, et va attribuer une note pour ces grilles. L'idée n'est pas de stigmatiser un porteur de projet qui ne serait pas en capacité ou qui n'aurait pas voulu faire quelque chose. C'est bien aider le porteur de projet à positionner son projet par rapport à ce qu'il est en capacité de faire au sein de sa structure. L'idée de cette note, c'est d'une part de revenir, si la note est insuffisante, vers le porteur de projet pour lui demander d'améliorer son projet, mais aussi de pouvoir, au sein du système d'information, valoriser l'information qu'a donné ce projet, c'est-à-dire est-ce qu'il est oui ou non en capacité de prendre en compte ces principes horizontaux, et si oui, de quelle manière? De manière, on va dire, simple, de manière excellente, de manière exemplaire. Donc la note est attribuée et consignée dans Synergie sous la forme d'un indicateur spécifique que nous avons développé. Le porteur qui a été accompagné dans sa réflexion a donc
peut donc être valorisé, enfin les informations qu'a renseignées le porteur de projet seront valorisées parce qu'on peut de manière rapide avoir une lecture de tous ces projets via le système d'information. Et une évaluation est prévue dans notre plan d'évaluation, c'est l'hypothèse qu'évoquait Claire tout à l'heure, pour travailler sur les principes horizontaux. La question globale de cette évaluation sera en quoi cette prise en compte des principes horizontaux, le suivi qu'on en a fait, la sensibilisation qu'on a voulu mettre en place, ont permis pour les porteurs de projets de progresser dans ces domaines. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est des outils, ces grilles et évidemment la notice qui est associée pour aider les porteurs de projets à effectuer la notation, pour que cette notation soit harmonisée. Ce sont des outils qu'on a basés sur la période de programmation précédente, qu'on a essayé de développer le plus en amont du programme. C'était pour nous un enjeu important pour avoir d'une part une égalité de traitement entre les porteurs de projets, mais surtout un suivi qui soit utile, car présent sur toute la période de programmation. Et c'est un outil que nous avons voulu commun au FEDER ou au FSE. À ce stade, nous n'avons pas pu l'étendre en tant qu'autorité de gestion. Nous gérons le programme FEDER Interreg France-Suisse. Nous n'avons pas pu l'étendre à ce programme pour des difficultés de gouvernance et c'était moins évident à mettre en œuvre. Voilà. Malgré tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des outils qui peuvent être construits en permanence. On a des pistes de progrès encore pour améliorer cette mise en œuvre. D'une part, c'est simplifier la partie instruction de ces grilles. La volonté, ce serait, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres régions, de non plus être sur des grilles qui doivent être notées par le chargé de projet, mais de simplifier encore via des grilles qui permettraient, sous la forme de questions oui-non, d'arriver à un diagnostic établi directement par le porteur de projet. Il aurait d'une part son positionnement immédiat, il verrait tout de suite s'il est oui ou non, j'allais dire bien positionné, il pourrait être qualifié de proactif dans le domaine. Et nous voulons développer un guide des porteurs sur les principes horizontaux. C'est là la contrepartie de cette exigence que nous donnons aux porteurs de projet, c'est leur fournir les outils pour bien comprendre notre demande et savoir y répondre le plus aisément possible. Donc vous voyez sur cette slide un aperçu rapide de ce que peut être une grille de diagnostic qui sont mis à disposition des porteurs de projet. Celles-ci sont organisées, donc il y en a une par chaque principe horizontaux, égalité homme-femme, égalité des chances et développement durable. Et elles permettent aux porteurs de projet de se poser la question, d'une part à l'échelle de leur structure, d'une part à l'échelle du montage de projet et d'une part à l'échelle du projet. C'est-à-dire, quand bien même sa structure serait dans la capacité de faire des progrès dans un des domaines, pour un projet, il peut y consacrer une attention particulière pour essayer, sur un périmètre délimité, d'être plus vertueux. A l'inverse, on a des projets qui de toute façon ne peuvent pas être vertueux de par leur finalité, à la structure de faire en sorte au quotidien d'améliorer sa prise en compte. Sur ces grilles, on a des retours qui sont malgré tout assez fréquemment les mêmes. On retrouve des interventions qui sont beaucoup organisées autour de la sensibilisation et autour de l'organisation du temps de travail pour l'égalité homme-femme. Il est difficile pour les structures d'aller sur des choses... Enfin, difficile. Toutes n'arrivent pas à aller sur des choses très innovantes. C'est pour ça qu'on a accompagné nos grilles d'exemples, de bonnes pratiques qui peuvent être mis en œuvre au sein de leur structure. Une fois sensibilisées par l'exercice du diagnostic, celles-ci ont des exemples de pistes d'action qu'elles peuvent mettre en œuvre. Pour le développement durable, c'est pareil, on essaye d'aller sur des choses qui vont au-delà de la seule économie de papier ou la seule économie de consommation d'eau. Alors c'est important, ça remplit complètement l'objectif. Malgré tout, on peut envisager avec d'autres pistes d'action d'aller un peu au-delà. Sur les qualités des chances, on ne le voit pas très bien sur le slide, mais ce qui revient souvent, c'est les contrats aidés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Arlette Samuela du département de Paris. Je me posais la question, est-ce que quand vous diffusez votre appel à projet auprès des porteurs, vous expliquez qu'il y aurait une grille d'analyse à remplir et est-ce que les porteurs s'y soumettent sans difficulté, étant donné les exigences du FSE? Alors, nous, c'est de l'instruction au fil de l'eau, mais ça revient au même, hein, me direz-vous. Effectivement, ça fait partie des pièces complémentaires à la demande, et ils doivent s'y soumettre. Après, en termes de ce que vous voulez dire, c'est s'ils le font volontiers, oui. Je pense, c'est variable. C'est variable. On a l'exemple que je vous mettais sur la première slide, c'était la seule réponse sur les 3 grilles par un porteur de projet. Donc effectivement, là, il ne s'est pas vraiment prêté au jeu, mais dans l'ensemble, les gens prennent en compte l'exercice. Je vous pose cette question-là parce que nous, je sais que certains porteurs de projets ont du mal à répondre aux questions des principes horizontaux dans ma démarche FSE. Donc si en plus on leur donne cette grille-là, est-ce que c'est pas en plus Paradoxalement, le fait d'avoir mis une grille, après c'est mon opinion, hein, c'est peut-être aussi leur faciliter la réponse, avec des items plus précis, avec des choix un petit peu, non pas dirigés, mais on essaie justement, en leur mettant des exemples, de leur expliquer ce qu'on attend, non pas qu'ils nous répondent, mais ce qui correspond à nos questions. Parce que derrière ces questions, effectivement, c'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle. Et c'est l'objet aussi de faire un guide pour les aider. Si on les accompagne suffisamment dans la rédaction des questions, ils comprendront ce qu'on attend. Après, à eux de répondre. Ils peuvent aussi être en incapacité d'avoir fait des choses, mais en tout état de cause, ils doivent y répondre. Juste pour compléter, parce qu'en tant que gestionnaire, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a déjà un porteur de projet a déjà beaucoup de choses à faire pour déposer une demande de subvention, de cofinancement FSE. Donc ça peut paraître encore une nouvelle chose à faire pour eux. Mais c'est vrai que nous, dans ma démarche FSE, on se rend compte que souvent les gens ont pas mis grand-chose. Donc nous, en tant que gestionnaire, on se dit, bon, ils n'ont pas fait d'efforts. Et finalement, en dialoguant avec le porteur, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement ce qu'on attend, quel est le niveau, à quel niveau on attend une prise en compte de ces principes. Est-ce que c'est dans leur structure? Est-ce que c'est vraiment seulement l'opération concernée par le cofinancement? Donc je trouve qu'en fait, donner des exemples, poser quelques questions un peu plus précises, dans la plupart des cas, à mon avis, finalement, ça leur fait peut-être gagner du temps, ou en tout cas gagner du temps avec une réponse un petit peu précisée. Parce que c'est vrai que, souvent dans les projets, on voit les mêmes choses dans les trois cases de ma démarche FSE. Si on décide de revenir vers le porteur de projet pour qu'il précise sa demande, si on lui dit simplement c'est pas suffisant, faut mettre plus, c'est pas très productif en général. Donc je trouve que ce genre de grille, même si côté État, c'est vrai qu'on n'a pas décidé de développer une grille de ce type-là, mais en fait donner des exemples aux porteurs de projets et leur poser des questions, à mon avis, ça les accompagne en fait vers une meilleure prise en compte de ces principes-là. Et déjà, c'est vrai qu'avec l'exemple que tu donnais, Pierre-Olivier, quand on voit qu'un porteur de projet répond nous, on permet aux femmes de partir en congé maternité et de revenir sur leur poste, effectivement, on se dit que déjà, si l'instructeur revient vers le porteur de projet en leur expliquant que ça, c'est simplement une obligation légale et que peut-être on peut essayer de faire un petit plus, rien que le fait d'avoir fait cette réflexion et de poser une question au porteur de projet, dans cet exemple-là, je pense que c'est déjà quelque chose, c'est déjà une première prise en compte aussi pour cette structure. Et puis, ils vont peut-être pas mettre en place des choses très innovantes derrière, mais il y aura déjà eu, je pense, un petit impact positif sur l'égalité femmes-hommes dans cette structure. Oui, en complément de ce que tu dis, par ailleurs, des fois, on a aussi des actions qui ne sont considérées comme normales par le porteur de projet et qu'il ne pense pas à valoriser. On pense par exemple des fois à l'absence de réunion en fin de journée, qui est un facteur facilitant pour l'égalité homme-femme. Si ça peut leur paraître une évidence, quand on leur pose la question « Votre structure met-elle en place des facilités permettant à ses employés de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée ?»
ils ne pensent pas forcément à répondre ça. Ils vont chercher peut-être trop loin, trop compliqué, alors que ça commence par là. La première étape, c'est déjà de faire des petits efforts du quotidien. Bon, si pour l'instant on n'a pas d'autres questions, on va continuer. Merci beaucoup. Donc avec des exemples de bonnes pratiques dans le cadre de l'instruction. Donc nous, on est côté des GEFP. Donc je vais laisser la parole à Julien et on va commencer avec des aspects un petit peu généraux de cette prise en compte. Oui, donc contrairement à Cécile, moi je suis pas un instructeur, contrairement à beaucoup d'entre vous. Donc si j'interviens plus en appui au direct, je ne sais pas s'il y a des gens d'ailleurs ici qui viennent de direct, juste pour savoir. D'accord, merci. Oui, il y en a quelques-uns quand même. Donc oui, ma mission au sein de la sous-direction FSE est là essentiellement pour intervenir en appui des directs. Donc du point de vue un peu de coordination, un peu du rôle qu'on essaye de jouer, pour revenir rapidement donc sur les trois principes horizontaux, il faut garder aussi à l'esprit, en plus de ce que nous a indiqué Claire déjà, la base réglementaire, c'est important certes, mais on se place aussi dans la perspective des objectifs Europe 2020, et notamment la question du taux d'emploi des femmes, enfin le taux d'emploi en général. L'un des objectifs, c'est d'atteindre 75% de taux d'emploi au niveau européen, et notamment en travaillant sur l'emploi des femmes. Donc il y a un certain nombre d'objectifs politiques globaux au niveau européen qui sont poursuivis avec ça. C'est pas uniquement une obligation réglementaire, c'est aussi un objectif de politique publique. Juste un petit peu de publicité pour la sous-direction du FSE. Je pense que, en tout cas, ceux qui sont en direct connaissent le guide de procédure qu'on a diffusé en juin, c'est ça ? Au printemps, je ne sais plus. Donc, vous trouverez effectivement un certain nombre de rappels sur les questions sur les principes horizontaux. Et voilà, c'est un document qu'on a diffusé assez largement. On ne l'a pas diffusé en dehors du réseau État, mais qui peut servir de référence pour la plupart des acteurs. Ah, la slide a mal tourné. Ok. Je voulais faire un point de façon plus générale sur une notion que les anglo-saxons appellent le mainstreaming, c'est-à-dire la prise en compte dans le courant général, c'est ça que ça veut dire mainstreaming, de questions spécifiques. Et donc les différents étages les différentes étapes du processus dans lesquelles peuvent s'intégrer les questions horizontales, que ce soit égalité, que ce soit lutte contre la discrimination ou même développement durable, même si ça s'applique moins directement sur le FSE. Donc, dans la conception du mainstreaming, effectivement, il s'agit d'intégrer dans les différentes étapes du cycle de la gestion du projet ces questions-là, et notamment au niveau de la programmation stratégique, ce qui est fait en général par les autorités de gestion, c'est-à-dire au niveau du diagnostic, et de développer le plus possible des partenariats non seulement au niveau opérationnel, mais également de favoriser le développement de partenariats pour mieux comprendre la situation sur le terrain. Et ces partenariats, ça passe évidemment par les services dédiés, les services départementaux des droits des femmes, les services de cohésion sociale, etc., mais également avec la société civile et même les centres de recherche et les universités, qui peuvent avoir effectivement une vision de l'état du marché du travail dans un bassin d'emploi, de besoins spécifiques en termes de lutte contre la discrimination ou d'intégration des femmes dans tel endroit, et qui peut permettre de mieux cibler l'identification opérationnelle des projets, on va dire. Donc,
Au niveau de la programmation stratégique, ce qui peut aussi aider, c'est effectivement d'avoir des objectifs chiffrés globaux au niveau du territoire couvert par le programme opérationnel. C'est rarement fait sur les questions horizontales, mais c'est une question qui peut aussi être posée. Quand on en arrive à la programmation opérationnelle, effectivement, là, on a plus l'habitude de travailler effectivement sur les questions de sensibilisation, comme a mentionné Pierre-Olivier, de favoriser en amont la prise de conscience, en amont du dépôt de projet, la sensibilisation des porteurs, et surtout de favoriser une analyse des besoins, c'est-à-dire d'identifier des besoins spécifiques qui peuvent faire l'objet d'une action en réponse. Par exemple, identifier des secteurs, des bassins, des entreprises où la mixité est particulièrement problématique, que ce soit surreprésentation de femmes ou d'hommes d'ailleurs, et de travailler à ce moment-là avec les porteurs à apporter une réponse à la problématique telle qu'elle est posée. Et évidemment, ensuite, décider si on intervient de façon transversale, c'est-à-dire en favorisant une prise en compte générale dans les actions, ou si on met en place une politique spécifique, un programme spécifique. Et puis enfin, au niveau du reporting et de l'évaluation, évidemment, mais ça c'est le sujet d'un autre atelier, celui animé par Tristan Klein. Oui, je pense que c'est demain matin, c'est ça. Donc on va assez peu rentrer sur cette partie-là, on va s'en tenir à la partie de stratégie et mise en œuvre opérationnelle. Il y a un aspect sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement la tendance qu'on a sur le FSE comme sur d'autres programmes à distinguer deux approches qui est, enfin, d'un côté la prise en compte transversale, de l'autre les actions spécifiquement dédiées, avec du côté de la prise en compte transversale, de préparer des questionnaires, etc., mais de façon assez formelle, et répondre plus spécifiquement aux défis de la mixité, aux défis de l'égalité, etc., à travers des actions spécifiquement dédiées. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même des possibilités d'intervenir de façon complémentaire, sans avoir forcément des actions qui sont issues d'un appel à projet spécifique, etc. C'est intégrer effectivement des mesures au sein d'actions plus larges qui peuvent faciliter la prise en compte des principes horizontaux. On verra différents exemples qui vont être présentés ensuite. Mais il s'agit avant tout, oui, d'identifier des besoins et d'essayer d'y apporter une réponse, même si ce n'est pas avec des actions uniquement dédiées aux principes en question. Oui, on fait cette intervention à deux voix, donc j'enchaîne. Alors voilà, une petite impression d'écran de ma démarche qui nous aurait manqué aujourd'hui sinon. Là, on est sur l'onglet vraiment spécifiquement dédié à la prise en compte des trois principes horizontaux. Donc ce que je voulais vous dire en ayant cette illustration sous les yeux, c'est qu'effectivement, on n'a pas des questions vraiment précises, mais on a quand même une possibilité de dialoguer dans le cadre de l'instruction via cet onglet avec le porteur de projet, pour pouvoir améliorer la prise en compte du principe. Un petit rappel, donc quand on est sur cet onglet, dans la demande, le porteur a coché si le principe était pris en compte de façon donc spécifique ou de façon transversale. Donc là, on va imaginer qu'il a cliqué donc la prise en compte transversale, et donc il a la possibilité de répondre à cette question de façon différenciée pour chacun des principes. Donc sachant qu'il a effectivement le droit de répondre non à la question, donc il peut répondre
que le principe n'est pas pris en compte, que ce soit d'une façon spécifique ou d'une façon horizontale. La seule chose qui va être bloquante pour qu'il puisse avancer dans sa demande, c'est s'il répond non aux 3, c'est-à-dire qu'il ne prend absolument en compte aucun des 3 principes. Là, effectivement, il va être bloqué dans sa demande. Mais au-delà de ça, même répondre non prise en compte d'un des principes de façon transversale, ça doit aussi rester exceptionnel, puisque on l'a déjà dit et on va donner des exemples par la suite. Il est quand même très rare qu'il soit vraiment impossible de prendre en compte le principe de façon transversale, parce que, comme Pierre-Olivier le disait, ça peut être parfois des choses assez simples qui parfois sont déjà en place dans la structure, et donc ça nécessite juste une petite réflexion pour les valoriser dans cet onglet. Et pour un petit peu formaliser les choses, si ça peut aider dans l'instruction, parce que c'est vrai que des fois, quand on arrive sur cet onglet, c'est un peu un gros paragraphe ou alors juste une phrase, mais c'est pas très facile à, on va dire, analyser. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer par ces 4 points. Donc le contexte de la structure, voilà, si je prends l'exemple par exemple, une structure où il y a très peu de mixité dans les emplois. On a une grosse majorité de femmes ou une grande majorité d'hommes présents. Donc ça, c'est un peu notre contexte de départ. Le diagnostic, voilà, il y a un manque de mixité dans la structure. Donc l'objectif mesurable va être facile ici à identifier, puisque on peut décider d'un certain pourcentage à atteindre durant la durée du projet, donc si c'est sur 2 ans ou sur 3 ans. Et puis mettre en face des moyens adaptés. Donc dans ce cadre-là, ça va être tout simplement une personne des ressources humaines qui va créer un petit outil de suivi des effectifs, avec voilà, tout simplement un tableau qui permettra de suivre au fil des recrutements la proportion d'hommes et de femmes dans la structure, et de voir si on réussit, voilà, en ciblant un peu plus le public qui manque, à améliorer cet indicateur. Donc voilà, ça permet d'avoir une évaluation de la situation à la fin du projet. Donc maintenant qu'on a un peu traité les aspects généraux de la prise en compte des principes, on va passer chacun des 3 principes en revue, avec là des exemples un peu concrets de voilà, comment ça peut se mettre en place. Et on a fait le choix effectivement de partir de l'objectif, du principe horizontal qui est le moins, j'allais dire pertinent, mais en tout cas le moins visible, voilà, pour le FSE, et en allant vers le plus visible. Et donc on a choisi de commencer par le développement durable, effectivement pour des raisons aussi techniques, et beaucoup plus représenté sur le FEDER, ce qui est quand même logique. Donc on a affaire ici à un principe qui est effectivement avant tout horizontal pour le FSE, donc il n'y a pas d'action spécifiquement dédiée, mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait des mesures au sein d'un projet qui fassent appel à des objectifs de développement durable. Donc pour rappel, donc il y a cet équilibre. Le développement durable se définit un peu comme le point d'équilibre entre progrès social, soutenabilité économique et responsabilité environnementale. Du côté du FSE, on se place essentiellement sur la question de la responsabilité environnementale. Et effectivement, il y a un certain nombre d'actions, de mesures qui peuvent être prises. On a mentionné quelques exemples, effectivement, consommation d'énergie, utilisation des clauses spécifiques pour les marchés publics, mais ça peut passer aussi par le ciblage de secteurs économiques particulièrement engagés dans la transition énergétique ou dans l'adaptation au changement climatique, etc. Et donc il y a quand même un certain nombre d'options qui existent pour une prise en compte autre que strictement horizontale du principe.
Oui, donc là, j'ai juste repris les 4 étapes en les appliquant à ce principe de développement durable. Si on essaye de reprendre un exemple précis, pour le développement durable, quelquefois, dans l'onglet de ma démarche FSE, où le porteur de projet nous indique comment ce principe est pris en compte, on voit développement des réunions en visioconférence. En soi, c'est une très bonne chose, effectivement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, le projet se met en œuvre et puis à la fin, on a un bilan. Finalement, est-ce que les visioconférences se sont développées ou pas? On n'a pas la possibilité en tant que gestionnaire de le savoir. Donc, pour que ce soit un peu plus visible et valorisable également, c'est vraiment au moment de l'instruction qu'il faut cadrer les choses dans cet onglet en disant donc comment on peut voir que la visioconférence se développe? Peut-être en ayant une évaluation des développements, des déplacements effectués en voiture pour des réunions par les employés ou les agents de la structure. Donc là encore, c'est un petit outil de suivi qui est à mettre en place s'il n'existe pas encore dans la structure, qui permet de voir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, de quelle façon ont évolué les déplacements professionnels en voiture par les agents. Je pense qu'en plus c'est quand même un outil dans une structure qui est quand même vu d'une façon favorable par les employés ou les agents, de se dire qu'en quelques années on réussit à réduire la part des déplacements réalisés en voiture pour des besoins professionnels. C'est je pense en général quelque chose qui est plutôt positif pour tout le monde, et donc de cette façon-là, là pour le coup ça a un impact direct sur le développement durable, puisqu'on réduit de la même façon les émissions de CO2 effectuées par la structure, et puis ça peut motiver parfois des actions ensuite d'un peu plus grande ampleur par cette petite action de démarrage. On a parfois des exemples de structures où il y a eu ensuite des participations à la semaine des déplacements durables. Donc là, pendant une semaine, il y avait des défis pour que les employés prennent plutôt les transports en commun que la voiture individuelle, ou alors de mise en place de covoiturage au sein de structures d'une assez grosse importance. Donc ça peut aussi être le point de départ d'actions d'un peu plus grande ampleur et qui sont finalement vécues positivement dans la structure. Alors, passons au deuxième point qu'on comprend assez bien tous. C'est le trait d'humour, c'était juste pour souligner que je pense qu'on a une bonne compréhension de ce que c'est que la discrimination. Après, on a effectivement plus de mal à mettre en place des mesures qui permettent d'y faire face. Donc, on fait effectivement référence à tout un tas de textes réglementaires, à la Charte européenne des droits fondamentaux. Il y a pas mal d'actions qui passent effectivement par des critères, de la sensibilisation et disons qu'il faut faire une distinction entre la lutte contre la discrimination passive, qui passe plus par la sensibilisation, la formation, etc., et une action plus interventionniste, avec des actions ciblées sur des populations vulnérables. Donc, le problème, évidemment, quand on parle de lutte contre la discrimination, c'est que pour un certain nombre de discriminations, il est particulièrement difficile d'en évaluer l'impact, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de statistiques ethniques et que c'est quand même un des critères de discrimination les plus importants, qu'il y a énormément de motifs de discrimination, il y en a 21 au total, et qu'il est quand même difficile de les prendre tous en compte. Donc c'est quand même une question qui est assez malaisée, et ça serait intéressant d'avoir des retours d'ailleurs des autorités de gestion, des directs, etc., sur la façon dont
vous vous y confrontez en fait. Je pense que Cécile... Attends, on a fait screen slide. Ah oui. Nous avons effectivement identifié quelques mesures qui permettent effectivement de prendre en compte la lutte contre les discriminations. En fait, c'est effectivement des mesures de sensibilisation générale ou de sensibilisation ciblée sur les employeurs qui peuvent être assez effectives. Du ciblage géographique avec notamment l'intervention sur les quartiers prioritaires de la ville, de la politique de la ville, et des mesures dédiées qui peuvent être de l'accompagnement, de la formation, de l'appui aux démarches, des formations spécifiques en langue par exemple pour les primo-arrivants, et de l'aménagement des postes de travail, des mesures assez simples comme pour l'égalité femmes-hommes. Donc, comme pour le développement durable, je reprends un peu les 4 étapes qui peuvent permettre de formaliser un peu les choses dans la prise en compte de ce principe. D'abord, un diagnostic un peu des pratiques dans la structure. Et encore une fois, là, mon objectif, c'est de montrer aussi que c'est pas forcément quelque chose de nouveau qu'on demande à la structure ou de complètement, qui va demander la mise en place d'un comité de pilotage ou de suivi ou je ne sais. Ça peut être des choses qui sont déjà en place et ou alors des choses faciles à faire. Là, j'ai un exemple en tête. Par exemple, la non-discrimination, la première chose qui intervient, c'est dans le cadre du recrutement. Donc, voilà, tout le monde écrit dans la case que effectivement notre structure ne fait aucune discrimination dans le cadre de ces recrutements. Donc, c'est dit, mais seulement on n'a pas de moyen non plus de suivre ce principe. Donc, par exemple, on a une structure qui nous disait ça et qui ensuite nous a montré qu'ils avaient mis en place des grilles dans le cadre des recrutements, des grilles pour noter les candidats, qui étaient vraiment réalisées sur des critères très objectifs. Il y a beaucoup d'outils sur Internet qui ont été développés par des partenaires sociaux ou d'autres structures et qui permettent d'adapter les grilles de recrutement pour en fait essayer d'échapper un peu à nos stéréotypes qui sont malheureusement ancrés en chacun de nous, même si on essaye de les surmonter. On se rend compte en travaillant un petit peu sur ces grilles que finalement il y a une façon de poser les questions, quelles questions on pose déjà, qui permet de traiter de façon égale les candidats et qui sont des outils qui nous aident vraiment dans ce cadre-là. Donc mettre en place ce type de grille dans le cadre des recrutements, faire en sorte que lors d'un entretien d'embauche, il y ait à la fois un homme et une femme présents, c'est vraiment, ça paraît comme ça des petites choses, mais qui sont pas encore en place partout et qui sont assez peu difficiles à faire pour l'ensemble des porteurs de projets. Je pense à d'autres exemples. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu plus discuté et un peu plus polémique, l'utilisation de CV anonymes. Mais sans aller jusqu'à cette anonymisation des CV, on peut mettre en place des techniques plus transparentes dans les procédures de recrutement, qui sont déjà, dans beaucoup de situations, un grand pas vers une meilleure prise en compte de l'égalité des chances. Je ne sais pas si dans la salle vous avez d'autres idées ou d'autres exemples de projets où vous avez vu des bonnes pratiques en termes de lutter contre les discriminations de façon pas trop compliquée à mettre en place. Bon, ça n'a pas l'air si évident que ça. Mais en tout cas, je voulais juste rappeler, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que les grilles que tu as présentées, Pierre-Olivier, et d'autres exemples de grilles ou d'outils développés par des conseils régionaux sont en ligne à travers l'outil ICGET.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de nos travaux d'animation et de coordination interfonds, au niveau du CGET, nous avons un réseau qui s'appelle programme 1420 suivi performance évaluation, dans lequel toutes les autorités de gestion sont présentes. Et donc on a un certain nombre de ressources documentaires dans ce réseau, c'est une forme d'intranet. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de grilles, dont les grilles qui ont été élaborées pour le programme opérationnel Franche-Comté, sont intégrés dans ce document. Il y a également des exemples d'Aquitaine, de Hauts-de-France, enfin, du PO Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc il y a un certain nombre d'exemples qui sont à votre disposition, en tous les cas à la disposition des autorités de gestion, déléguées également, autorités de gestion déléguées. Donc le réseau est ouvert principalement à ces deux publics-là, hein, autorités de gestion et autorités de gestion déléguées, et ces éléments sont à votre disposition. Pour s'inscrire dans le réseau, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez me demander par un petit mail, tout simplement. Voilà, et vous aurez nos adresses mail à la fin du PowerPoint. Alors, on passe donc au troisième principe pour aujourd'hui. Et oui, c'est coupé. Et peut-être celui qui, nous apparaît en tout cas le plus important, parce que c'est vrai que dans les projets FSE, c'est quand même un peu plus aisé de le prendre en compte. Donc l'égalité femmes-hommes et dans notre cas l'égalité professionnelle. Donc comme on le disait, hein, c'est inscrit dans les traités et dans la loi en France. Notamment en 2014, on a eu donc une loi intitulée pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc maintenant, je pense qu'au niveau des textes, on est couvert, mais si donc maintenant c'est inscrit partout et qu'il y a eu de nombreux progrès, on se rend compte avec dans les médias assez souvent des chiffres très parlants, qu'il reste beaucoup à faire dans la réalité et sur le terrain pour que un certain nombre d'inégalités disparaissent. Donc que ça concerne les salaires, c'est ce qui nous parle le plus en termes chiffrés. Et puis, en fait, beaucoup d'autres thématiques, comme par exemple la mixité des métiers. C'est vrai que quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte à quel point cette mixité des métiers, par exemple, finalement, elle joue un grand rôle aussi pour la performance des entreprises et des structures, pour le bien-être de chacun au sein d'une structure professionnelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est positif à tous les niveaux. Et malgré les stéréotypes qui sont toujours présents dans notre vision des choses et dans la société, il n'existe pas de métier qui ne puisse pas être réalisé aussi bien par un homme que par une femme. C'est vraiment simplement des choses à mettre en place pour que ça devienne possible, et aussi pour que les choix d'orientation des jeunes qui s'engagent dans la vie professionnelle ne soient pas systématiquement orientés vers seulement un certain nombre de branches dès le départ. Donc j'ai repris, comme c'était récemment dans les médias, ce chiffre de 15% de différence de salaire entre les femmes et les hommes en termes de salaire horaire brut moyen. Je ne sais pas si vous aviez vu dans les journaux, le 7 novembre, on était invités à s'arrêter de travailler vers 4h30, je crois, voilà, parce qu'en faisant ce calcul de différence de salaire sur le salaire horaire brut moyen et en le rapportant au nombre de jours ouvrés en 2016, on arrivait à cette date à partir de laquelle effectivement les femmes arrêtaient d'être payées. Donc je trouve que c'est un chiffre assez parlant. C'est pas, faut peut-être pas non plus se focaliser que là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une réalité qui est assez variée selon les secteurs, selon les domaines où on travaille. Mais c'est vrai que je pense que ça permet quand même, quand on entend toujours certaines personnes qui en ont marre, qu'on leur parle de ce sujet, de l'égalité, qui disent que dans notre pays aujourd'hui il y a plus de soucis très importants. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une réalité un peu autre. Et donc voilà, le FSE est bien sûr là pour cofinancer des projets qui ne vont pas à l'encontre de ce principe, mais au contraire qui participent à sa promotion. Merci.
Donc si on revient un petit peu du côté opérationnel dans nos projets pour la mise en œuvre de ce principe un peu partout et à tous les niveaux, il y a des questions simples qui peuvent être posées et finalement ça reprend les questions qui sont présentes dans l'outil que nous présentait Pierre-Olivier. Tout simplement demander à la structure si les femmes participent aux actions qui sont présentées. Alors là c'est des exemples que j'ai des projets dont je m'occupe et vous en avez certainement d'autres, mais par exemple, si on a une structure qui fait des parcours d'insertion pour des jeunes vers l'insertion professionnelle, il va être vraiment important de vérifier que le recrutement et le ciblage des jeunes est autant destiné aux jeunes femmes qu'aux hommes. Et ça, c'est vrai que ça paraît simple, encore une fois, mais on voit souvent des flyers ou n'importe quel média de communication qui va mettre on verra que des hommes sur les illustrations, ou alors qui ne va pas faire attention à utiliser un vocabulaire neutre pour décrire les métiers qui sont accessibles. Et ça paraît anodin, mais finalement, quand c'est répété en permanence, ça a une importance effectivement sur la perception que le jeune ou la jeune va avoir de ce dispositif est vraiment fait pour moi ou alors pas du tout. Donc voilà, c'est des choses à avoir en fait tout le temps en tête, et pour éviter de reproduire des situations où on n'arrive pas à toucher autant les deux genres. D'autres exemples, par exemple, est-ce qu'on a une prise en compte des contraintes horaires, des facilités de garde d'enfants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit par exemple des structures qui vont en fait réserver au sein de crèches des places pour leurs employés, en mettant en plus en place des critères pour que ce soit accessible aux personnes qui ont les plus bas salaires. Donc bon, ça là on est déjà à un niveau un petit peu au-dessus d'une communication neutre, mais voilà, c'est des choses qui sont aussi à développer. Et puis, dans le cadre de nos projets FSE, ce qui est important, c'est vraiment d'inscrire au début, dans le cadre de l'instruction, ces objectifs pour la structure pendant la période du projet, et d'être capable, avec quelques chiffres, de voir quelle a été la progression pendant le projet. L'idée, c'est de mettre en place des choses qui sont atteignables, parce que bon, si voilà, à chaque projet, on se rend compte que les objectifs n'ont pas du tout été atteints, c'est aussi parfois parce qu'ils sont un petit peu trop ambitieux au départ. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit temps d'échange à nouveau sur la prise en compte des principes horizontaux, parce que ensuite, on voulait vous proposer juste quelques diapos sur la prise en compte spécifique de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est quand même celui des trois principes qui est le plus développé, on va dire, de façon spécifique. Et donc, on a effectivement des appels à projets dédiés dans ce cadre-là. Donc on veut vous donner quelques exemples de projets qu'on a pu financer côté État sur cet objectif spécifique. Est-ce qu'il y a quelques questions concernant les principes horizontaux à nouveau, ou on a tout dit ? On va enchaîner du coup sur la prise en compte spécifique. Donc oui, c'est toi qui commences. Oui, et on a encore un problème de mise en page, mais c'est pas très grave. Non, c'est avec cette slide, on cherchait juste en fait à illustrer le passage en fait de l'identification des besoins vers l'identification des projets. Donc effectivement, la question de l'égalité professionnelle, ça s'appuie sur des besoins spécifiques de certaines populations, en l'occurrence des femmes, pour favoriser leur accès à l'emploi, la conciliation de la vie familiale, d'ailleurs pas qu'aux femmes, il s'agit d'égalité femmes-hommes, mais disons que ce sont celles qui sont le moins bien représentées dans les prises de décision, dans
la création d'entreprises, etc. Et les moyens d'intervention, finalement, sont assez larges avec le FSE. On peut intervenir pratiquement sur tous les axes, avec des actions de sensibilisation des recruteurs, l'accompagnement spécifique pour les femmes créatrices d'entreprises, ça se fait dans pas mal de régions. L'établissement de diagnostic, on le lit mal, mais effectivement. Favoriser la concertation et le dialogue social, en particulier dans les secteurs où la mixité homme-femme est particulièrement faible. Et puis promouvoir effectivement un accompagnement spécifique des femmes. Tout ça se traduit par une prise en compte dans des appels à projets, des projets spécifiques, et que Cécile va nous détailler un petit peu. Oui, voilà. C'était juste pour vous dire qu'en ce moment, donc, on a un appel à projet qui est ouvert au niveau du volet central, donc, qui s'intitule « Favoriser et promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». On l'a ouvert en juin et il est ouvert jusqu'à fin mars 2017, donc c'est une longue période de réponse pour les porteurs. Cet appel à projet est décliné dans plusieurs régions actuellement via les directs, donc avec des calendriers qui sont propres à chaque région, mais on en a plusieurs qui sont ouverts actuellement et d'autres qui sont programmés. Donc ça varie un petit peu selon les territoires, mais il y a grosso modo 5 priorités d'action qui correspondent en fait à de l'axe 2. Nous, dans l'appel à projet du volet central, les 5 priorités, c'est accompagner la négociation de branche en matière de classification professionnelle. C'est vrai que ça a un gros impact aussi sur la valorisation des carrières des femmes. Le deuxième, c'est soutenir la négociation collective sur le thème de l'égalité professionnelle. Alors on a beaucoup de projets là-dessus, donc, et parfois très concrets sur vraiment l'accompagnement des entreprises à la négociation des accords qui couvrent l'égalité professionnelle. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir accompagner notamment des TPE-PME dans ce cadre-là. Le troisième, c'est accompagner les entreprises et les branches dans leur politique d'égalité professionnelle et salariale. Donc là, on n'est plus au niveau de la négociation collective, mais bien au sein de la structure elle-même. Le quatrième, c'est favoriser la mixité professionnelle. Donc là, pour l'instant, on a assez peu de projets. C'est vrai que c'est un peu plus difficile à assumer de faire un projet uniquement dédié à cette priorité-là. Donc parfois, ça accompagne un autre projet, mais il est possible de le faire. Là, c'est pas un projet qui est cofinancé pour l'instant, mais on en discute d'un projet qui, par exemple, viserait à accompagner les salons professionnels à prendre en compte dans tout leur fonctionnement et leur organisation la mixité, donc pour des salons dédiés à l'emploi, bien sûr. Et enfin, le cinquième, c'est favoriser une meilleure articulation des temps de vie. Donc là, bien sûr, tout ce qui va concerner le travail, voilà, autour de l'articulation des temps de vie, le développement du télétravail ou autre qui permet favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Ah, encore un truc qui est mal passé. Juste un point relatif au programme opérationnel national, parce qu'effectivement la question égalité homme-femme, c'est un sujet qui fait l'objet d'un suivi spécifique au niveau du ministère. L'idée étant effectivement que en gros, sur la programmation, il y a à peu près 25 millions d'euros qui soient dédiés à des actions spécifiques sur l'égalité femmes-hommes. Pour l'instant, on en est à peu près 8 millions d'euros de programmés sur le PO national. Donc principalement sur l'axe 2, vous le voyez mal, mais il y a un peu plus de 6 millions d'euros d'actions programmées sur l'axe 2, nettement moins sur l'axe 3, sur l'axe 1.
avec 750 000 et 850 000 euros. Et puis cette carte qui est un peu indicative, mais qui nous permet un peu de voir comment est-ce que les différents services déconcentrés s'engagent et mettent en œuvre la question de l'égalité professionnelle, avec certaines régions qui effectivement ont pris un peu d'avance par rapport à d'autres en ce début de programmation, et qui ont notamment mis en place des appels à projets ciblés spécifiques. Voilà, donc on essaye d'accompagner, de pousser à ce qu'il y ait le plus possible d'actions spécifiques sur ces questions-là. Oui, et juste pour compléter, l'enveloppe dédiée de 25 millions d'euros, elle est bien simplement sur l'axe 2. Hein. Oui, c'est vraiment dédié à l'OS spécifique pour l'égalité professionnelle, mais effectivement, c'est important de voir que sur de l'axe 1 et de l'axe 3, on peut aussi cibler les femmes sur des actions dédiées. Donc, pour conclure, on avait prévu de vous montrer rapidement quatre projets, donc un au niveau central et puis 3 dans des directs. Parce qu'à l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle en octobre, on a fait un recueil avec voilà, des projets qui ont pu nous être remontés des territoires. Donc vous pourrez le trouver sur le site du ministère du Travail. Il y a une vingtaine de projets pour l'instant et on va essayer de l'enrichir. Et là, on a essayé de vous choisir 4 projets qui étaient vraiment très différents. Donc le premier, c'est un projet qui est porté par l'AFT, l'Association pour la formation dans les transports. Et donc c'est vraiment un projet dédié à la promotion de l'égalité dans ces métiers-là, les transports et les activités logistiques. Et donc ce projet a permis la production d'outils, de guides avec des bonnes pratiques et puis des fiches pour permettre aux employeurs d'essayer de promouvoir l'égalité dans leur structure. Il y a eu un recensement des métiers non mixtes dans ce domaine. Donc bon, là, c'est facile à comprendre pour tout le monde que les chauffeurs de poids lourds sont assez peu... Enfin, c'est un métier qui n'est pas très mixte aujourd'hui. Et pourtant, ce qui était très intéressant dans ce projet, c'était de montrer que les quelques femmes présentes et chauffeurs de poids lourds étaient particulièrement appréciés par leurs employeurs et que donc c'était pas un souci d'être une femme dans ces métiers-là. Donc la promotion de ces bons exemples est déjà une étape importante. Et puis, pour attirer plus de femmes vers leur métier, il y a eu tout un travail de fait aussi sur la déconstruction des stéréotypes qui peuvent faire peur à des femmes pour aller vers ces métiers. Donc, par exemple, tout un tas de travaux qui ont montré que ce métier a beaucoup évolué ces dernières décennies et ces dernières années. Et l'image qu'on a d'une personne qui part pour plusieurs jours à travers toute l'Europe est maintenant plus du tout représentative de la majorité des cas, et que la rotation et les organisations qui se font pour séparer, enfin diviser les trajets et échanger les chauffeurs assez régulièrement fait qu'une personne peut être chez elle tous les soirs tout en étant conducteur de camion. Donc ça c'est, enfin moi quand j'ai découvert ce projet, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était effectivement pas l'image que j'en avais. Et donc on voit que là il y a un gros travail et qui peut porter ses fruits dans ce domaine-là. Et puis une des dernières actions de ce projet, c'était aussi un benchmarking européen pour essayer de transférer des pratiques de nos pays voisins, parce qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus avancés que nous sur ce thème-là. Alors ça, c'est un exemple qui nous a été remonté par la Direct Île-de-France, qui s'intitule « Favoriser les initiatives en faveur de l'égalité professionnelle dans les TPE-PME ». Donc c'est porté par la CGPME Île-de-France. Et donc là, c'est une action donc avec de la formation des TPE-PME du territoire pour faire émerger des actions innovantes. Ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on est sur des objectifs concrets avec donc dans le projet présenté un objectif de 20 entreprises formées et 10 accompagnées concrètement à l'élaboration d'un plan d'action égalité dans leur structure. Donc c'est des résultats qui seront facilement mesurables et avec une action de communication à la suite pour communiquer sur les bons résultats de ces suivis via des newsletters ou un guide de bonnes pratiques.
Le troisième projet, donc, il a lieu en Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle Découverte des métiers et promotion de leur mixité en entreprise. Donc là, porté par Haute-Garonne Développement. On l'a choisi parce que c'est vrai qu'on a peu de projets sur la mixité, donc c'est un bon exemple. Et là, en 4 étapes aussi, on a une détection d'entreprises du territoire qui se portent volontaires pour participer à cette démarche, avec donc ensuite une sensibilisation des chefs d'entreprise concernés lors de rencontres qu'ils appellent donc les clubs d'entreprise. Et puis, avec cette petite équipe constituée de volontaires, l'organisation de visites en entreprise, donc notamment des entreprises où des choses ont été mises en place pour montrer voilà, de bonnes pratiques. Donc ces visites sont organisées pour des chefs d'entreprise et des acteurs de l'insertion professionnelle. Et à la suite, donc, ou en parallèle, une élaboration d'une banque de stages pour essayer de soutenir voilà, ce développement de la mixité. Et donc pour finir, un dernier exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, en Occitanie, porté par le club de la presse Languedoc-Roussillon, qui a créé une commission femmes et médias en son sein. Et donc là, on a pris cet exemple parce qu'il est assez original et vraiment tourné vers un secteur particulier qui est donc le média régional. Et donc cette opération consiste en l'analyse de la place des femmes dans les petites et moyennes entreprises médias régionaux. Donc un premier diagnostic et ensuite la création d'un annuaire des femmes journalistes. Donc bon, là c'est vraiment un outil concret pour soutenir des carrières plus linéaires, plus aisées pour ces femmes. Et puis la mise en place d'un comité de suivi en lien avec la Directe pour accompagner les entreprises dans la signature d'accords et pour prendre en compte la mixité dans leur structure. Et puis, comme ça concerne les médias, bien sûr, ils ont prévu un événement final et des vecteurs de communication assez importants pour essayer de diffuser les résultats de ces enquêtes et de ces entretiens et de ces nouveaux outils qui peuvent être transférés à d'autres domaines, évidemment. Donc voilà, quand vous aurez accès sur Internet au PowerPoint, vous pourrez aller directement sur le site où vous trouverez une vingtaine de projets décrits pour voilà, avoir des idées de projets à soutenir. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. De notre côté, je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on souhaitait vous partager. Donc là, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez nous poser des questions ou vous inscrire sur la plateforme de suivi qui est animée par Claire. Voilà, merci à tous pour votre attention et surtout bonne continuation sur le village FSE.